Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 4 juin 2022. Bienvenue à ce dernier épisode de la saison. En première partie, aujourd'hui, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Michel Duguay-Ladouceur, enseignante de 5e année à l'École des premières lettres, et deux de ses élèves, Thomas Batakliev et Émilie Ibanez-Guerrero. Ensuite, dans la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, on vous fait découvrir Roi et Reine de Babel de François Place, publié chez Gallimard Jeunesse. Et en fin d'émission, Marie Barguirdian revient avec sa chronique sur la lecture, intitulée Virtuel et imaginaire, amis ou ennemis. Encore aujourd'hui, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature pour les jeunes. Je m'appelle Ekaterina, j'ai 10 ans et j'aime lire parce que cela me permet de regarder un film dans ma tête. Bonjour, je me nomme Anaya, j'ai 10 ans et j'aime lire car ça m'inspire dans plusieurs trucs dans la vie. Je m'appelle Aurélie, j'ai 10 ans et j'aime lire parce que ça me relaxe et ça me fait penser à d'autres choses. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit Michel Duguay-Ladouceur, qui est enseignante de 5e année à l'École des premières lettres, et deux de ses élèves, Thomas Batakliev et Émilie Ibanez-Guerrero. Bonjour à vous trois. Allô? Bonjour. Et oui, bon mon Dieu, c'est des petites voix, des vraies petites voix, parce qu'on vous reçoit pour vrai en studio. C'est un immense plaisir de vous recevoir en vrai dans le studio de Canal M. Michel, cette année, tu enseignes à l'École des premières lettres, une école primaire privée du plateau Mont-Royal à Montréal. Moi, j'aimerais ça beaucoup que tu nous parles de cette école, de ta classe de 5e année et surtout de la place que tu as faite à la lecture. Tu as fait à la lecture toute l'année cette année avec tes élèves. Oui, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que l'École des premières lettres offre aux élèves de toucher un petit peu à tout, d'avoir, de toucher en robotique, de toucher à, C'est bon. de toucher à l'informatique, de toucher à l'agroalimentaire, de toucher à la lecture et aussi au sport. Puis donc, les élèves ont le choix de partir 1h30 supplémentaire en multisport. Donc, ils découvrent plein de sports. Et les élèves qui restent en classe, qui choisissent de ne pas faire ce sport-là, cette année, on a fait le choix en 5e année de travailler sur la littérature jeunesse. On l'appelait le projet littérature. Puis on voulait valoriser la lecture dans l'école. Donc, on a fait plein d'activités. On a parlé des auteurs, on a parlé des illustrateurs, on a parlé des procédés d'écriture, on a fait plein d'activités ludiques. Donc, c'est ce que les deux élèves que vous allez rencontrer aujourd'hui ont vécu. Mm-hmm. Dans ma classe, la littérature, elle est toujours utilisée. Elle est utilisée à toutes les sauces, en lecture, mais aussi en écriture. On l'utilise en univers social, on l'utilise en sciences, en mathématiques. Je vous dirais là, que les élèves, depuis le début de l'année, ont peut-être découvert, je leur ai lu au moins une centaine de livres. Donc, on a un livre par jour ou à peu près, des extraits, ils en découvrent, on fait des survols de livres. Donc, c'est ce qu'on a vécu cette année, puis ça a été vraiment merveilleux. Vous avez reçu au moins une autrice aussi en classe? Oui, André Poulain est venu nous parler. Comme on faisait la lecture de son roman en cercle de lecture, elle est venue nous parler de c'était quoi être auteur, comment on trouvait notre inspiration, comment on écrivait. Ça a été super inspirant. Wow, ça c'est vraiment formidable. Et donc, Thomas et Émilie, vous êtes ici, puis vous allez nous parler de votre livre préféré dans tout ce qui vous a été présenté cette année. Vous allez nous parler de ce que vous avez aimé dans ce livre-là, des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce livre-là. Puis on est chanceux, vous allez nous en lire un extrait aussi. Alors moi, j'aimerais bien commencer avec toi, Émilie. Allons-y. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter comme ton livre préféré pour cette année? Alors, le livre que j'ai choisi, c'est 7 comme 7 heures. L'auteur, Oui, l'auteur. c'est Patrick Sénécal. Oui. Et Ça a été édité à quelle maison d'édition? Les Bagnoles. La Bagnole. Oui, c'est super. Alors,
Pourquoi tu as choisi ce livre-là, toi, Émilie? J'aime vraiment les livres comme quand plusieurs personnages de contes différents se rencontrent et que les histoires sont modifiées. Oui. Alors, on a comme revisité une histoire. C'est ça. Parce que ça s'appelle 7 comme 7 heures. Ça me fait penser au bonhomme 7 heures. C'est comme si on a réinventé le conte. C'est ce que Patrick Sénécal a fait. Oui. OK. Puis, est-ce que c'est un livre qui fait... Parce que Patrick Sénécal, là, on le connaît, hein? C'est un auteur pour les adultes en général. Il écrit pas nécessairement toujours pour les enfants. Celui-là, il est pour les plus jeunes. Est-ce que c'est un livre qui fait peur? Il y a un peu comme d'intrigue. Des fois, ça donne un peu de frisson, comme... Ouais. OK. Puis ça, c'est un genre de livre que t'aimes, toi? Ouais, j'ai découvert un nouveau style d'écriture. Puis j'aime vraiment comme les livres d'enquête et comme un peu de suspense. T'aimes ça, ce genre-là? Comme les romans ou les romans policiers ou les polars? T'aimes ça? Oui. Ah! Puis t'as choisi un extrait que tu voudrais nous lire? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe un petit peu avant pour nous mettre un petit peu dedans, là? En fait, c'est une famille qui, en fait, c'est à Noël. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'enfants qui disparaissent et on ne sait pas pourquoi. Oh! Et on découvre dans le livre que c'est la Fée des Dents, le Père Noël et d'autres personnages qui... Est-ce que ce sont eux qui enlèvent les enfants? Ouais, c'est eux. Oh là là! En fait, ils ont été un peu comme ensorcelés par OK. le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures. Alors, tu nous en lis un extrait, on t'écoute, Émilie. Chapitre 5, l'horrible Monsieur 7 heures. En entrant dans le nuage, Rome eut l'impression que tout se désintégrait autour d'elle, comme si elle tombait dans un immense trou noir. Cette sensation dura plusieurs secondes, et elle se disait qu'elle n'aurait pas dû rentrer dans ce nuage. Quand peu à peu, le décor réapparut autour d'elle, et, de nouveau, elle sentit le sol sous ses pieds. Elle se retrouvait maintenant dans une rue de campagne en pleine nuit. Où donc le nuage l'avait-il transportée? Oh wow! Alors là, on est avec cet enfant-là. Elle vient de se faire enlever, puis elle sait plus du tout où est-ce qu'elle est. En fait, ce qui se passe, c'est que la Fée des Dents, comment ils se transportent, le Père Noël, la Fée des Dents et les autres personnages, Ouais. en fait, c'est comme ils rentrent dans un nuage, puis ils se téléportent un peu. Ouais. Et la fille, elle savait pas c'était quoi, elle est rentrée dans le nuage, puis elle s'est transportée avec la Fée des Dents. Il y a une grande part de mystère là-dedans. Oh, que ça nous donne le goût de le lire. Merci, Émilie. Vraiment, merci. Toi, Thomas. Alors, passons à toi maintenant. De quel livre tu veux nous parler? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi tu as choisi ce livre-là? En fait, j'ai pris La Grande Fabrique de mots, Ouais. qui est fait par... L'auteur est Agnès de l'Estrade, Ouais. et la personne qui a illustré ce livre, c'est Valeria Docampo. Mhm. Et ça, c'est édité aux éditions Alice, hein, c'est ça? Ouais, Alice Ouais. Jeunesse. Excellent. Puis pourquoi tu as choisi ce livre-là? Toi, c'est un album? Ouais. J'ai choisi ce livre parce que je trouve que c'est très touchant. J'aime au début et aussi à la fin, je trouve que c'était très touchant. Aussi, j'aime beaucoup les illustrations que l'illustrateur a fait et le texte aussi. OK. Donc, le texte, l'illustration, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle? En fait, au début, ça parle que c'est un pays où parler coûte cher. Oh. C'est-à-dire que tu dois prendre ton argent et aller au magasin pour acheter certains mots. Et plus le mot on l'utilise, souvent, par exemple, si tu vas avoir le mot merci, ça va te coûter très cher parce que on l'utilise quasiment tous les jours, ce mot. Ah, ça veut dire qu'il y a juste certaines personnes qui sont plus riches, Ouais. qui peuvent acheter des mots, puis il y a des personnes qui sont moins riches, qui peuvent pas acheter des mots. Ouais, et eux, dans leur cas, ils fouillent dans les poubelles, mais dans les poubelles, ils trouvent pas de très bons mots. Non, non, c'est ça, ils doivent pas trouver des mots intéressants. Ouais. OK. Et donc, tu as choisi, toi aussi, de nous en lire un petit bout? Ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe un petit peu avant pour qu'on entre dans l'histoire avec ta lecture? Oui, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon, Phileas, qui s'est remarqué que le lendemain, ça va être l'anniversaire d'une fille dont il est amoureuse. Il est amoureux de cette ouais. fille-là. Oh, wow. Donc, il voulait chercher des mots pour lui les donner
Mais malheureusement, il n'en a pas trouvé des mots très exceptionnels, mais il décida quand même de lui les donner. Oh, t'écoutes. On a hâte d'entendre ça, Thomas. Je t'aime de tout mon cœur, ma si belle. Plus tard, je le sais, nous nous marierons, dit Oscar, qui était le pire ennemi de Phileas, car il était très riche, il pouvait donner tous les mots qu'il voulait à Cybèle. Ben oui. Il en a pour une fortune, pense Phileas. Cybèle sourit toujours, et Phileas ne sait pas à qui s'adresse son sourire. Dans les yeux d'Oscar, il a tant d'assurance. Mes mots sont bien petits, pense Phileas. Il prend une grande inspiration et surtout, il pense à tout l'amour qu'il a dans son cœur. Puis, il prononce les mots attrapés dans son filet. Les mots volent vers Cybèle. Ils sont comme des cailloux précieux. Cerise, poussière, chaise. Oh, c'est magnifique. Cybèle ne sourit plus. Elle le regarde. On dirait qu'elle n'a pas de mots en réserve. Alors elle s'approche doucement et voilà. Et ça finit là, tu nous laisses là une patte en l'air. Puis nous, pour savoir ce qui suit, ben il faut se procurer la grande fabrique de mots. Merci Thomas. Oh, c'est magnifique. C'était un plaisir vraiment. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes vraiment très convaincants. Je vous souhaite de lire encore et encore des livres qui vont vous allumer. Et qui vont aller vous chercher, vous faire vivre des émotions. Michel, c'était un réel plaisir de vous recevoir en studio. Merci de faire vivre à tes élèves des activités qui les motivent, qui leur font découvrir des auteurs, des illustrateurs et des mondes parallèles, parce que dans les livres, on est comme dans d'autres mondes et ça, c'est fascinant. Merci à vous trois d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je vous souhaite un bel été et je vous dis au revoir. Merci. Merci beaucoup. À vous aussi. Bye. Merci. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'était 2 billets d'avion, mais en a un qui le vole. J'ai voulu lui faire la cour, jamais été à l'école. Je le connaissais comme mon alphabet, un peu comme Element, la vie passe en un clin d'œil, j'attends fondre dans le fleuve. Soit ta bouteille était forte, mon wifi il est faible. Bébé m'a dit qu'elle sera vegan, sauf les jours de la fin de semaine. Si ma mémoire fait défaut, rappelle-moi ces numéros. Et c'est jusqu'à l'an 3000, pour le meilleur ou le pire. Si elle vient des pays chauds où on parle avec les mains, comme un retour d'impôt, tout le monde la voulait. Elle m'a jamais demandé mon signe, j'en ai oublié Joséphine. C'est tout, c'est tout, c'est tout. 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 Bébé s'est rasé les jambes et on est resté à poil. Mais les mains sur le miroir, la musique a beaucoup large. J'ai toujours voulu un chien, mais là je donne ma langue à son chat. On a fumé dans le bain pour changer de l'eau en vin. Elle n'a pas mouillé ses mains, l'été il était indien. Son appartement était si sale, on a fait le ménage à 3. Si ma mémoire fait défaut, rappelle-moi ces numéros. Et c'est jusqu'à l'an 3000, pour le meilleur ou le pire, tout le monde sait tout. Par le groupe Clay and Friends, un prélude aux vacances d'été qui arrivent tout bientôt. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire.
Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de me joindre à Marie Barguirgian pour vous faire découvrir l'univers de François Place et tout particulièrement son livre « Rois et reines de Babel » publié chez Gallimard Jeunesse. On écoute. Pour ce dernier balado de la saison de Raconte-moi une histoire, nous avions envie de rendre hommage à l'un des créateurs les plus doués de notre génération, un homme de cœur et un magnifique artiste, François Place. Oui, il a écrit des albums devenus maintenant des grands classiques comme Les Derniers Géants, l'Atlas des géographes d'Orbaé, Le Vieux Fou de dessin ou encore Siam. Il a aussi créé une série de romans illustrés aux histoires drôles et malicieuses dont le héros est Lou Pilouface. Et il a illustré les romans de grands auteurs pour la jeunesse tels que Michael Morpurgo ou Timothée de Fontbelle, dont son dernier roman Alma. François Place raconte qu'il faut de l'imagination, de la curiosité et beaucoup de plaisir pour inventer une nouvelle histoire. Quelle modeste! Chaque histoire lui demande des mois de recherche et des tonnes de croquis. Il travaille d'ailleurs surtout au crayon, à la plume, avec des encres colorées et de l'aquarelle. Avec l'album que nous avons choisi, Rois et reines de Babel, publié chez Gallimard Jeunesse en 2021, il atteint des sommets de virtuosité, de beauté et de grandeur. Il y raconte une grande histoire, inspirée par l'étonnant tableau du peintre flamand Bruegel, qui représente la mythique tour de Babel et renvoie à cet épisode de la Bible. Après le déluge, le roi Nemrod ordonne de construire une tour de Babel pour rejoindre le ciel. Dieu, outré de cette impudence et mécontent, détruit la tour et fait en sorte que les hommes ne puissent plus se comprendre en créant des langues différentes. On entre dans l'histoire avec une illustration en plongée qui suit du ciel le roi Nemrod à la chasse. Il traque un cerf blanc pendant des jours et des jours. Si tu renonces à tuer le cerf blanc, tu deviendras un grand roi, lui dit un vieil ermite. Alors, le roi Nemrod s'installe dans ce pays riche et prospère où il décide de construire sa tour qui abritera sa ville et son palais. Ce sera la tour la plus haute du monde. François Place va s'écarter de l'histoire biblique pour faire de son album une fable sur l'espoir grâce à la paix. Il écorche les puissants pour mettre en lumière un monde possible si l'on est prêt à en changer les valeurs. Oui, car après une succession de rois violents et tyranniques, ce sont des reines qui arrivent au pouvoir, notamment Bérénice, qui enrichit avec intelligence le développement de l'architecture, qui veille à l'équité, à l'accueil de celles et ceux venus d'ailleurs. Cette succession de reines sur le trône donne place à la culture, aux sciences, à la philosophie, aux arts, à la justice et à la paix. L'auteur leur donne des noms inspirants. La lumineuse, l'enchanteuse, la rêveuse. Certes, rien ne peut être parfait car, sans incertitude ni danger, y aurait-il la possibilité du bonheur de vivre? Peut-être, la dernière reine de Babel nous laisse ainsi sur l'idée que la communauté des hommes et des femmes pourrait prendre leur destin en main. En d'autres mots, François Place remet en question la place des dirigeants pour évoquer une société citoyenne. Et oui, cet album pour les grands est une magnifique occasion de discuter de la vision démocratique. Que serait le monde si l'art, la connaissance, l'amour et l'imaginaire avaient plus d'importance que les budgets, la croissance et l'investissement? Enfin, l'histoire ne serait rien sans les fabuleuses aquarelles de François Place. Chaque époque de ces rois et ces reines, des plus chaotiques aux plus opulentes, est œuvre d'imagination extraordinaire, mais vraiment à couper le souffle. Son clin d'œil final, cependant, il l'offre à la nature, car le grand cerf blanc reste à jamais inaccessible. Rois et reines de Babel de François Place est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un album grandiose relié à un mythe universel et je vous conseille vivement d'aller voir le site de François Place. Vous y dégusterez des croquis préparatoires à ses illustrations finales. C'est tout à fait fascinant. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirgian, Arstramgram.
m'appelle Clara, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça permet à mon esprit de voyager dans un monde où rien n'a des règles. Je m'appelle Delphine, j'ai 10 ans et moi j'aime lire parce que ça me permet de faire des beaux rêves. Je m'appelle Ellie, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça peut laisser cours à mon imagination. Je m'appelle Émilie, j'ai 11 ans et j'aime lire car ça me laisse voyager dans des mondes différents. Je m'appelle Rita, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça m'aide à voyager dans un autre monde. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai 10 ans. J'aime beaucoup lire car ça me permet de me mettre dans la peau du personnage. Je m'appelle Victor, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça me permet de m'imaginer dans une autre vie. La chronique de Marie Barguer-Géant. Bonjour Marie. Bonjour Marie. C'est avec votre chronique qu'on termine la saison. Ah là là. D'Images et mots à voix haute. Et cette chronique, vous l'avez intitulée « Virtuel et imaginaire, amis ou ennemis ?» On a hâte de connaître votre point de vue sur cette question. On vous écoute. Bien, pour préparer cette chronique, Marie, je suis revenue aux définitions de base de ces deux mots qui offrent, ma foi, beaucoup de pistes. Les sciences, la psychologie, la philosophie, où j'ai découvert que Descartes voyait l'imagination comme quelque chose qui serait entre le corps et l'âme. J'ai adoré. Mais je suis restée concentrée sur ce qui nous concerne, la littérature jeunesse. Et qui de mieux que le formidable éducateur Gianni Rodari pour évoquer l'imagination dans sa fameuse grammaire, où il dit « L'imagination est un instrument dont l'esprit ne peut jamais se passer. Elle sert pour jouer, pour travailler, pour vivre. » Mais qu'est-ce que c'est, l'imagination ? Eh bien, tout simplement notre faculté à former des images dans notre esprit. Pensons aux malades imaginaires, par exemple. Ouais. Quant au virtuel, alors, c'est assez complexe. On nous dit que cela signifie ce qui existe sans se manifester de façon actuelle. Donc, ce n'est pas actuel. C'est-à-dire ce qui est en état de simple possibilité, ce qui est potentiellement possible. Okay. Le virtuel s'oppose au réel et pourtant, ce n'est pas irréel. Ah, c'est curieux. Il est dans un espace-temps différent puisqu'il se développe dans le monde virtuel, alors que l'imaginaire se trouve bien dans le cerveau humain. Ouais. L'imagination est donc bien réelle puisqu'elle nous est propre et je crois que c'est surtout ce qu'il faut retenir, ce caractère unique et personnel, même s'il existe des imaginaires collectifs, mais ça serait trop long d'en parler ici. Et bien sûr, contrairement au virtuel, l'imaginaire n'est pas la propriété d'une intelligence artificielle, à moins que cette intelligence ne prenne possession de notre imaginaire. Ce qu'on ne souhaite pas. Vous voyez, Marie, combien l'affaire est complexe et les frontières floues, sans ajouter qu'il faut de l'imagination pour produire du contenu virtuel. Ce qui est important, il me semble, c'est de toujours valoriser la puissance de l'imagination humaine. Ouais, l'imagination au pouvoir, voilà ce que je revendique. C'est elle qui permet aux hommes d'aller plus loin, c'est elle qui a permis d'écrire. Les mots, par les images qu'ils suscitent, sont porteurs de notre imaginaire. On voit bien donc qu'on touche l'essence même de l'humain, sa faculté à imaginer, donc à créer, et son langage pour exprimer ce qu'il imagine. Or, la littérature jeunesse, ce sont d'abord sur les mots que défile l'imaginaire de l'histoire. Tout un monde possible qui se superpose à ce que nous sommes et à l'imaginaire de l'écrivain ou l'écrivaine. L'acte de lire en lui-même sollicite notre imaginaire. Je peux reprendre un livre à 1 mois, à 6 mois d'intervalle, je ne le recevrai jamais de la même façon car mon imaginaire est toujours en mouvance. Dans l'attente de l'action d'un héros, dans l'illustration qui ouvre d'autres horizons, dans l'écho des émotions du texte, l'espace imaginatif m'offre une intimité intéressante avec l'histoire. Un face-à-face qui nous oblige à creuser, à nous questionner, à imaginer plus loin. Et cela à mon propre rythme, plusieurs fois et n'importe où. Voilà, on y arrive, car ce que propose le virtuel contient bien sûr des choses intéressantes, des effets habiles pour intéresser le jeune public, mais
on reste au niveau, à mon sens, de la distraction. Vous me direz, Marie, alors est-ce mal de se distraire? Je vous dirais ça. Bien sûr que non, mais ce qui me gêne, c'est un peu cette perte d'intimité du livre, voyez-vous, ce rapport humain d'âme à âme. Et c'est cela dont ont besoin les enfants pour se construire. La présence. On constate aussi combien les lumineux écrans atténuent un peu la beauté des illustrations faites d'aquarelles, d'huile, de dessin, de collage. Enfin, tout ça a l'air joliment lumineux, mais finalement un peu à plat. Sans compter qu'on a toujours le même format, un rectangle, puisqu'on regarde sur une tablette, un téléphone ou un ordi. Ouais. Bon, notre imaginaire ne dépend que de nous, le virtuel, d'une intelligence artificielle. Ça dit tout. Même si les idées viennent de personnes qui ont insufflé leur imaginaire dans un concept, il n'en reste pas moins que l'écran impose un rythme. Il met l'accent sur certaines choses plus que d'autres. Et puis, le virtuel propose quelque chose qui doit toucher tout le monde, un large public. On pourrait dire qu'il est un peu racoleur parce qu'il doit faire adhésion. Dans cet esprit, le virtuel prend le risque de laisser moins de place peut-être à nos émotions subtiles. Or, on le sait en lisant un livre papier côte à côte avec un enfant, un mot, une tourne de page, une illustration, une expression, bref, le moindre détail peuvent mettre en alerte quelque chose dans sa tête, un petit rien sur lequel il pourra revenir à son rythme. Quand ça défile sur un écran, disons que tout cela passe. Et puis le bonheur de l'imaginaire, c'est qu'il peut être traduit par des voix différentes. Une histoire peut être portée par des milliers de voix au timbre différent. Une histoire racontée dans un monde virtuel aura presque toujours la même voix. Le virtuel vient de l'extérieur, l'imaginaire de l'intérieur. Un livre n'impose jamais, il propose. Je crois que tout est dit. Imaginaire et virtuel, amis et... Et non pas ou ennemis. Donc, on ne veut pas les opposer. Et si on utilise le virtuel avec les enfants, on est là aussi. Exactement. Et on est des partenaires. Et il y a des choses fort intelligentes qui sont proposées aussi. Tout à fait. Merci Marie, vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite tout plein de découvertes et de mondes imaginaires via vos lectures cet été. Au grand plaisir de vous retrouver. Merci de m'avoir donné la parole, Marie. Plaisir. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui, Michel Duguay-Ladouceur et ses élèves Thomas Batakliev et Émilie Ibanez-Guerrero, Marie Barguirgian pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire et pour sa chronique sur le virtuel et l'imaginaire, Nicolas Wartman en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine Images et mots à voix haute cette semaine et pour la saison. Je vous souhaite des lectures captivantes. Profitez bien de l'été. On se retrouve l'automne prochain.